Si on a des blagues de mauvais goût qui dérapent, ce sera de ta faute et ce sera Super. intégré dans l'épisode directement. J'adore. Salut Raphaëlla. Salut Xavier. Comment ça va ? Ça va et toi ? Bah super. Je suis avec quelqu'un qui a l'habitude de parler aujourd'hui. Un petit peu. On a des gens qui viennent sur le podcast qui ont moins l'habitude du micro. Toi, pour le coup... Moi, j'ai l'habitude de parler, mais pas de parler avec quelqu'un. J'ai vraiment l'habitude de parler seule en monologue pendant 1 heure et que les gens écoutent. De faire semblant que tu parles avec De quelqu'un. faire semblant que je parle avec quelqu'un. Et j'ai pas l'habitude d'être interrompue, donc... Bon, bah attends, là, il va falloir que tu voilà, t'y fasses du coup. Il va falloir que je m'y fasse un petit peu quand même. Merci pour l'indication. Je te fais la place. J'hésiterai pas à te couper s'il y a besoin. Aujourd'hui, on va essayer de se marrer un peu. Voilà, on enregistre cet épisode fin janvier. Ça fait 2 mois que j'ai pas enregistré d'épisode. J'étais que sur du stock jusqu'à maintenant et là c'est terminé. Début d'année. Et voilà, et du coup là t'es la première de 2025 et on va essayer de se marrer un peu parce que on a quand même pas mal de trucs qui se passent où beaucoup de gens qui se disent qu'on est un peu à un tournant de nos démocraties, tournant de notre société, retour en arrière écologique, retour en arrière des droits des minorités, des femmes, etc. Et du coup, on a quand même envie de se marrer. Malgré tout ça. Et donc, on va parler de rire, d'écologie et de toi, qu'est-ce que tu fais pour aborder ce sujet-là au quotidien. Et donc, ça me fait super plaisir de discuter avec toi. De même. Pour commencer, est-ce que tu peux me parler de toi, ton parcours et tes 2 vies, ta vie de la journée, ta vie de la nuit ? Ouais. Donc moi, j'ai eu un parcours assez traditionnel au début. J'étais un peu une bonne élève, un peu classique, qui a fait des bonnes études, qui a un peu ouvert toutes les portes sans vraiment me demander ce que j'allais faire de ma vie. J'ai toujours pensé que j'étais écolo, mais sans vraiment le vivre. Enfin, je sais pas, je me suis toujours dit que j'étais écolo. Ça voulait dire quoi pour toi, écolo ? Je sais pas trop, tu vois. Je me souviens d'une époque où j'ai passé 1 an à Hong Kong pendant mes études et je me disais vraiment que j'étais écolo. Tu vois, je vivais le fait que j'étais écolo. Et pourtant, tous les mardis matins, j'étais devant mon écran parce qu'il y avait les Tuesday Fairs sur la compagnie aérienne hongkongaise pour prendre les billets d'avion les moins chers possibles pour aller n'importe où ça coûtait moins de $15. Donc c'était vraiment le mode de vie qu'on pensait. Et pourtant, tu vois, j'avais pas de contradiction avec le fait que je pensais être écolo à l'époque. Donc, qu'est-ce que tu faisais qui te faisait te sentir écolo ? Je recyclais mes déchets, je parlais un petit peu d'écologie, j'achetais mes vêtements en fripe. Donc, tu vois, j'avais un peu tous ces petits gestes personnels. Ouais, finalement, non, mais c'est assez classique, tu vois. C'est plutôt juste une mission des ordres de grandeur. Ouais. Et donc, on fait des actions qui nous prennent du temps, qui nous prennent de la charge mentale, mais on ne se rend pas forcément compte de l'importance qu'elles ont par rapport à d'autres actions qui sont plus importantes en termes de quantité. Mais en revanche, ça ne veut pas dire que tu n'y pensais pas, quoi. Non, j'y pensais. Et donc, j'ai pas eu de moment de révélation, mais j'y pensais déjà sans pour autant que ce soit toujours hyper logique par rapport à mon quotidien. Donc voilà, j'ai un peu suivi ma voie comme ça. J'ai commencé à travailler dans un cabinet de conseil où je faisais du développement international. Donc pareil, je prenais beaucoup l'avion pour faire des slides et expliquer à des gens comment faire pour aller mieux. C'était super. Et en parallèle de mon boulot, j'ai commencé pendant mes études le théâtre d'improvisation. Et je pense que c'est ça qui m'a suivi le plus longtemps. Et il y a quelques années, donc je continuais ma carrière de consultante où j'avais bougé pour le coup dans un cabinet où je travaillais vraiment sur des enjeux climatiques. Et avec ma casquette d'improvisatrice, je suis montée pour la première fois sur une scène de stand-up et j'ai commencé à faire des sketchs autour de ma vie, puisque c'est ça que font les humoristes, c'est qu'ils parlent d'eux généralement. Et moi, en l'occurrence, ma vie, c'était de me poser pas mal de questions sur le climat, de par ma vie personnelle et de par aussi le boulot que je commençais, où je travaillais vraiment sur des enjeux climatiques au quotidien. Donc, j'ai commencé à faire des blagues et un peu spontanément, j'ai parlé du climat. Et ça a pris de plus en plus d'importance. J'ai rejoint un collectif d'humoristes qui s'appelle le Greenwashing Comedy Club, où là, vraiment, ce qu'on fait, c'est des blagues sur le climat toute la journée, à toutes les sauces, auprès de plein de publics. Et j'ai continué les 2 activités en parallèle. Donc là, le jour, je fais du conseil en développement durable. Donc j'explique à des investisseurs des trucs sur comment être le plus responsable possible en faisant le moins de mal à la planète. Parfois, j'y crois, parfois, j'y crois pas. Des points un peu des jours. Et des clients. Et des clients. Surtout des clients. Et le soir, je fais des blagues sur ça. Donc, je me moque de mes clients. Non, pas, je me moque pas que de mes clients. T'as déjà invité tes clients au... Mes clients viennent beaucoup, au Comedy Club ? Ouais. Plutôt spectacle. Au début, je me demandais si j'allais mixer les 2 identités ou pas. Je savais pas trop si je prenais un nom de scène, si je jouais sur ça. Et en fait, je me suis dit que tout était assez cohérent. Et finalement, j'ai pas mal de d'anciens collègues qui viennent me voir en spectacle et qui généralement se marrent, ce qui est peut-être assez rassurant. Et tu parles d'eux assez frontalement dans ton spectacle ?
Enfin, il y a de quoi se reconnaître, quoi. Il y a de quoi se reconnaître, ouais. J'ai une petite partie où je parle un peu de mon boulot de consultante en finance durable, où j'explique des choses à des investisseurs qui sont hyper honnêtes, hyper transparents, sur le fait qu'ils s'en battent les couilles. Donc, voilà, parfois un petit peu. Après, je parle aussi de mes contradictions à moi, donc le but, c'est vraiment pas d'aller taper sur les gens. Et ce serait vraiment beaucoup trop facile et pas réel non plus. Mais oui, je parle un petit peu d'eux. Tu joues où ? C'est quoi ton spectacle là, si on fait la petite minute promo, où est-ce que tu joues, comment... La petite minute promo, je joue tous les lundis soirs à 19h30 à la Comédie des Trois Bornes, qui est un petit théâtre à Parmentier, tellement petit que quand tu ouvres la porte à Paris, ouais. Oui, voilà, c'est vrai que c'est un pour les Parisiens, tu vois. Pour les Parisiens. Pour les non-parisiens, c'est à Paris. Pour les Parisiens, c'est à Parmentier. Et donc, tu ouvres la porte de ce théâtre, tu es directement sur scène avec les 3 rangs de sièges. Et donc, je joue tous les lundis soirs là-bas, plus dans pas mal de comédie clubs, un peu tous les autres jours de la semaine. Et en particulier à celui que j'organise, le Greenwashing Comedy Club, où on est dans pas mal d'endroits, plutôt à ADN, environnement, climat. On est à l'Académie du Climat, on est avant-hier, on jouait à Anville Labo. C'est une petite boutique de recyclage dans le 20e arrondissement. Donc, c'est assez rigolo. Tu joues au milieu des machines à laver recyclées et des cafetières un peu cabossées. Et du coup, tu orientes ton jeu, ton sketch, tu l'orientes à chaque fois en fonction de là où t'es, Ouais. Pour essayer de faire plaisir au public, ça marche mieux ? Ouais, bien sûr. Faut toujours reconnaître devant qui t'es, quoi. Le stand-up, c'est un art qui est vraiment hyper personnel, où même si c'est pas vrai, il faut que les gens aient l'impression que c'est la première fois que tu leur racontes quelque chose. Et limite d'être dans une discussion. Il n'y a pas de 4e mur dans cet art-là. Donc oui, le but, c'est d'orienter, c'est vraiment de parler aux gens. Si tu as une machine à laver, faut jouer avec le fait qu'il y a une machine à laver et que tu es quelqu'un qui soit assis sur une machine à laver, quoi. Enfin, c'est l'art du direct. Ouais. Qu'est-ce qui te... Quand tu dis que vous jouez à plusieurs, comment ça fonctionne ? Vous avez chacun vous créez un mini sketch de quelques minutes et puis vous vous enchaînez ou vous préparez ensemble ? Non, on prépare pas ensemble. Généralement, les plateaux d'humour, c'est vraiment des trucs où les humoristes se suivent les uns après les autres. Et donc, tu fais ton passage, après tu dis « Faites du bruit pour le suivant !» Et de temps en temps, on fait des petits intersketchs. Notamment quand on a des spectacles avec le Greenwashing Comedy Club, on fait pas mal de spectacles dans des entreprises, dans des organisations. Et là, parfois, on écrit spécifiquement des petits intersketchs, des petits sketchs à 2 pour ces entreprises. Ok. Est-ce qu'il y a des boîtes qui font passer le Greenwashing Comedy Club, donc sketch essentiellement axé sur le climat et qui, pour elles font ça comme une sorte de moyen de sensibiliser leurs salariés alors qu'ils sont peut-être eux-mêmes pas du tout dans un axe qui est correct. Ouais, mais c'est marrant. Quand on a commencé, d'abord c'était un peu par hasard. On s'est fait contacter par des gens pour aller. Est-ce que vous jouez Est-ce qu'on fait du greenwashing ? Alors financièrement, ce serait bien pour nous si on jouait pour Total, mais pour l'instant, Total ne nous a pas contactés. Mais je pense que c'est un peu parce que au début, on s'est fait contacter par des gens et c'était un peu par hasard qu'on a commencé à développer cette activité. Et on s'est posé, on s'est dit bon, Greenwashing Comedy Club, les entreprises nous prendront jamais. Parce qu'elles ne vont pas prendre un truc où ça s'appelle greenwashing. Elles n'ont peut-être pas assez de second degré. Et on a fait quelques essais, on s'est dit, bon, on va s'appeler Green Jokes ou je sais pas quoi. Et en fait, après, on s'est dit, c'est très très bien de s'appeler Greenwashing Comedy Club, parce que si tu as une boîte qui s'arrête au fait que tu t'appelles Greenwashing Comedy Club, elle va pas du tout aimer ce qu'on fait sur scène. Donc, autant que ça s'arrête au niveau de la discussion. Tu vois, typiquement, Total, je pense qu'ils engageraient peut-être un Green Jokes. Après, vraisemblablement, ça se passerait pas hyper bien, donc je préfère ne pas y aller. Par contre, on a déjà eu des demandes rigolotes. Il y a un an et demi, on avait été contacté par un fleuron de l'industrie française, dont je tairai le nom. Ça sent Toulouse, ça. C'est un fleuron. En tout cas, disons qu'ils font du matériel aéronautique. Voilà, c'est ça. Tiens donc. Et ils voulaient faire une course pour leurs salariés où, à l'issue de la course, on plante des arbres. Donc, il y a vraiment genre tous les mots-clés du greenwashing à l'intérieur. Et ils nous avaient embauchés pour qu'on fasse ils voulaient nous embaucher pour qu'on fasse des sketchs. Donc, bon, moi, j'ai pris l'appel de manière un petit peu sceptique, en leur disant, bon, ce serait peut-être bien que vous veniez nous voir avant, histoire que vous voyiez un peu le style. Je dis, non, on a
totalement confiance, il n'y a pas de problème. Je leur ai dit non, vraiment, ce serait quand même bien que vous veniez. Donc je leur ai dit, je vais vous envoyer quelques vidéos. Comme ça, vous voyez un petit peu le style. Bon, on pourra changer certaines choses, évidemment. On va pas faire de blagues en dessous de la ceinture. On va pas... mais voilà, vous avez un petit peu le style. Ils ont regardé, ils nous ont dit « Ah, bon alors c'est assez rigolo, mais est-ce que vous pourriez par exemple plutôt parler des petits gestes, d'éteindre l'eau quand on se brosse les dents, ce genre de trucs-là ?» Donc on n'a pas fait affaire. Voilà. En conclusion, c'est pas mal qu'on s'appelle le Greenwashing Comedy Club. Bon, trop bien. Tu vois, j'avais une de mes questions qui était un peu la question de base, qui est de se dire est-ce que tout fait rire ou est-ce qu'il y a des trucs qui passent pas du tout? Ouais. Et j'aimerais bien savoir, alors autant, tu vois, comme vous jouez beaucoup pour des entreprises, je comprends, parce que les entreprises, elles ont leur ligne éditoriale, elles ont une communication qui doit être hyper serrée, elles n'ont pas envie qu'on se foute de leur gueule non plus. Mais vis-à-vis des particuliers, parce que toi, du coup, tu as quand même ton spectacle qui est joué en grande partie devant des particuliers, même si tu invites des entreprises, mais s'il y a des entreprises, moi je suis allé le voir et il y avait un manager qui avait invité toute son équipe à ce moment-là. Et tu les as bien mis aussi. C'est vraiment la sortie scolaire. C'est super, revenez en sortie scolaire s'il vous plaît. Et du coup je me disais, est-ce qu'il y a des trucs qui passent pas du tout? Est-ce qu'il y a certains sujets, voilà, on parle de climat, mais est-ce qu'il y a des sujets autour de la biodiversité, autour je sais pas, genre de l'engagement, justement des petits gestes, des trucs qui marchent, où tu pourrais te dire tiens c'est vraiment drôle mais qui passent pas dans la population, quoi. Déjà pour ta première partie sur les entreprises, je pense que c'est pas vrai que les entreprises aiment pas qu'on se foute de leur gueule. Je pense que les gens aiment qu'on parle d'eux et les gens aiment qu'on se foute de leur gueule. Aiment qu'on se foute de leur gueule gentiment. Le but, c'est évidemment pas d'aller mettre un grand coup méchant et avec... voilà, le but, c'est pas d'être méchant. Mais je pense que les gens aiment qu'on se moque d'eux parce que... C'est-à-dire qu'on fait attention à eux. Bah voilà, c'est ça. C'est déjà une forme de considération. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Quand il y a des machines à laver, il faut reconnaître qu'il y a des machines à laver. Quand tu es face à une boîte, faut parler de cette boîte. Et en plus... là où tu grattes, tu sais généralement que c'est là qu'il y a un truc, quoi. Enfin, moi, je fais souvent quand je vais jouer dans des boîtes, je vais lire leur rapport RSE et les phrases qui sonnent un peu bullshit, généralement, c'est parce que c'est du bullshit derrière et que tout le monde est au courant. Et donc, faire comme si ça n'existait pas, c'est un tabou. Et votre objectif, c'est aussi de casser ce tabou-là. Oui, notre objectif, c'est de venir dire alors, elle veut dire quoi, cette petite phrase sur le calcul de votre CO2 Généralement, c'est un secret pour personne. Et je pense que c'est aussi salutaire de rire de ça, parce qu'évidemment que personne n'est parfait, aucune boîte est parfaite. T'en as vraiment qui essayent, qui ont certaines limites. Et le souligner sans être méchant, c'est quand même intéressant. Donc voilà, déjà pour les boîtes, se moquer dans une certaine limite, je pense que c'est OK. Pour les particuliers, je pense que ça dépend vraiment de qui tu joues, devant qui tu joues. C'est intéressant. L'humour, c'est quand même de toute façon assez spécifique. Je pense qu'il y a peu d'humoristes qui plaisent à tout le monde. Vraiment très très peu. Et tu vois que c'est pas du tout la même chose quand tu joues au Greenwashing Comedy Club, à l'Académie du Climat, où tu joues devant des gens qui sont de toute façon là pour ça et qui vont limite te soutenir plus thématiquement qu'en termes d'humour. Vraiment, le grand classique dans ces comédie clubs un peu engagés, c'est de faire des blagues sur Darmanin, par exemple. Même quand la blague est pas drôle, tu dis Darmanin et tout le monde est là, bravo, quelle excellente... Et tu fais n'importe quelle comparaison, tu mets Darmanin, ça rit et ça applaudit, alors que la blague n'est pas drôle. Mais donc, c'est limite un peu plus du rire un peu lieu commun, de politique. Connivence. De connivence, parce que t'es d'accord, parce qu'on se comprend. Évidemment... quand tu vas jouer dans je sais pas quelle petite ville devant un public de soixantenaires, tu vas pas avoir la même réaction quand tu dis Darmanin. Donc, tu as ce truc de connivence. Je pense que tu as un truc aussi de compréhension. Tu as des références partagées qui sont pas les mêmes partout. Donc, parfois, vraiment, tu as des blagues qui fonctionnent pas par niveau de qu'est-ce qu'on partage. Enfin, tu vois, notamment des blagues un petit peu techniques sur des sujets de bilan carbone, ça va pas faire rire tout le monde parce que vraiment, t'as peut-être pas la base commune. Et après, je pense que ce qui marche pas, c'est la culpabilisation. Mais je pense que c'est pas juste dans le rire, c'est aussi dans la communication autour de ces sujets de manière générale. Si tu te sens attaqué par le message ou par le messager, la blague a le beau être bonne, ça va pas te faire beaucoup rigoler. Comment tu fais pour faire cette différence entre les gens aiment bien qu'on se foute de leur gueule
et tu peux pas les faire culpabiliser. Si tu commences à arriver en disant cette petite phrase, elle veut rien dire, vous vous en rendez bien compte. Ouais. Il y a une enfin tu vois, genre la limite est quand même assez fine entre l'autodérision valide et le tu te fous de leur gueule. Ouais. Puis j'imagine qu'en plus quand tu joues à l'Académie du climat devant des gens qui sont globalement engagés, l'autodérision ça va être je me fous de la gueule des bobos écolos de gauche intellectuels, et quand je suis en entreprise, c'est plutôt le grand patron de la défense en costume, Bon, je fais des gros clichés et des gros raccourcis, mais j'imagine que de toute façon, à chaque fois, vous allez choisir votre cible. Mais du coup, comment est-ce que vous faites pour éviter cette culpabilisation si, en plus, il faut se foutre de la gueule des gens? C'est une bonne question et je pense que tu touches vraiment à ce que ça veut dire faire des blagues. Je pense que pour faire une blague qui marche bien, il faut que le public se sente suffisamment en sécurité et à la fois que ce soit suffisamment piquant. Si t'es juste dans un truc de sécurité, t'es dans du béni oui et t'applaudis à tout et t'es là, votre rapport RSE, il est excellent. Et ça n'a aucun intérêt humoristiquement parlant. Par contre, à l'inverse, si t'es que dans du piquant, en fait, tu prends les gens sur une posture défensive. C'est comme si tu vas faire des guillis à quelqu'un. Si tu le fais sans le prévenir et que tu vas lui faire des guillis, évidemment que ça va pas le faire rire, il va juste se sentir hyper attaqué. Par contre, si tu fais que le caresser, ça va pas non plus le faire rire. Donc, t'as vraiment ce truc d'être piquant, mais en ayant créé suffisamment de sécurité avant. À l'Académie du climat, la sécurité, elle peut se créer assez facilement parce que les gens, ils savent déjà qu'on respecte un peu qui ils sont, qu'on fait un peu partie du même, de la même sphère, qu'on pense à peu près les mêmes choses. Donc la connivence, elle est très facile et tu peux directement aller dans du piquant. Quand t'es pas face à des gens comme ça et au contraire qui ont plutôt tendance à se dire on est en opposition et que tu viens directement faire des blagues qui tapent, t'es un guili non sollicité, quoi. Enfin, ça va pas du tout marcher. Je me souviens d'une époque où je jouais beaucoup à l'Académie du climat et j'avais des sketchs qui marchaient très bien. Et j'avais vraiment, pendant quasiment un mois, j'avais joué qu'à l'Académie du climat, donc c'est beaucoup dans le monde de l'humour de faire. Et après, je m'étais retrouvée à un concours d'humour en Bretagne. Le public avait une 60aine d'années, donc vraiment pas du tout le public de l'Académie du climat. Et j'avais commencé en intro en disant est-ce qu'il y a des écolos ? Et vraiment, personne n'avait applaudi, mais j'avais senti que j'avais créé un truc hyper frontal de cette meuf est là pour nous juger. Et après, il n'y a vraiment pas grand-chose qui est passé comme blague. Et ça a été 10 minutes d'une solitude assez intense. De vraiment, j'ai vu dans ma tête le petit truc de foin qui tournait. C'était assez intense. C'est ton plus gros flop de ta carrière de c'est stand-upeuse. Un des plus gros flops. Non, il y en a eu quand même plusieurs des flops dans ma carrière de stand-upeuse. Hein. Mais celui-ci était assez intense. Surtout vraiment, c'était une grosse salle. Il y avait genre 400 ou 500 personnes. Et ça faisait pas longtemps que je jouais. C'était la plus grosse salle que j'avais fait avant, c'était genre 80 personnes. Donc j'avais quand même bien multiplié le nombre. Et j'ai essayé de me rassurer sur scène en me disant non, mais t'inquiète, t'entends pas les rires parce que avec la distance. et à un moment, j'ai fait une blague qui a marché. Et là, j'ai entendu les rires et j'étais donc ça fait 7 minutes que je ne fais rire personne. Super, vraiment. C'est limite pire. Parce que du coup, tu peux sortir en disant c'est bon, j'ai juste rien entendu. Oui, voilà, c'est ça. Mais je savais que je me protégeais un petit peu en me disant t'inquiète, ça marchait pas, vraiment. Dans ton spectacle, il y a beaucoup d'autodérision. Ouais. Donc, est-ce que c'est un de tes moyens justement pour créer cette connivence avec des gens avec qui t'es pas forcément, enfin, quand tu vas faire rire des gens qui n'ont pas cette base commune avec toi, te foutre de ta propre gueule. Complètement. Est-ce que c'est le moyen de les faire rentrer dans cet état sécurisant, stable peut-être, où tu dis c'est bon, chacun va en prendre pour son grade, pas que moi, c'est elle aussi, chacun son truc, quoi. Ouais, je pense que avoir la capacité de te foutre de ta gueule, c'est clé pour te mettre au niveau des gens qui t'écoutent et pour pouvoir créer un cadre sécurisant pour parler de trucs peut-être qui sont un petit peu plus distants de toi. Je te donne un exemple, là, je bossais un sketch sur est-ce que c'est raisonnable ou pas d'avoir des enfants quand tu te poses toutes ces questions autour de l'écologie, quand tu sais que rationnellement c'est pas la meilleure idée écologiquement parlant. Et j'ai essayé d'adresser un peu cette question sous le ton de l'humour. Et les premières versions de ce sketch étaient complètement désastreuses parce que j'étais un peu en mode vérité générale. Et donc, comme j'étais un peu en mode vérité générale, il y avait vraiment des gens qui venaient me voir à la fin du sketch en me disant « Je me suis marrée sur certains trucs, mais j'ai des enfants et je suis mal à l'aise. » Ou « Mais j'ai envie d'avoir des enfants et ça m'a pas fait marrer. » Et vraiment, je sentais que je touchais à un truc qui était vraiment désagréable. Moi non plus, j'étais pas contente du résultat.
Enfin, d'autant plus que moi, je pense plutôt que j'ai envie d'avoir des enfants, donc c'était pas du tout une manière de dire c'est bien, c'est mal, c'était plus une histoire de lever la question. Et en fait, j'ai complètement retourné le sketch et j'en suis, au lieu d'être un peu sur un truc vérité générale, mais non, je parle vraiment de moi et de ce que ça me fait à moi. Après, chacun en prend. S'il y a un truc plus général à en tirer, c'est cool. S'il y a rien à en tirer à part des vannes, c'est cool aussi. Mais en tout cas, j'essaye de plus avoir ce niveau un peu. Voilà ce qu'il faut penser ou ce que certaines personnes pensent, plutôt me dire voilà ce que moi je vis et quelles sont mes contradictions à moi. C'est quoi ta porte d'entrée principale? Est-ce que tu as plus envie de faire rire les gens ou tu as plus envie de parler d'écologie aux gens? C'est toujours une tension. Je pense que c'est vraiment dur de faire vraiment marrer les gens avec des questions d'écologie. Ouais. Je pense qu'un peu le défi, c'est soit tu parles aux convaincus et bah, tu fais des rires de connivence et ça marche très très bien, mais tu te coupes de toute une partie des gens. Et je suis pas tellement sûre d'avoir envie de faire ça parce que en vrai, si je veux parler aux gens qui sont déjà complètement convaincus, je suis consultante, je sais faire des présentations très convaincantes, tu vois. Enfin, je sais pas si j'ai besoin d'en passer par l'humour pour ça. Et après, si tu veux faire plus marrer les gens, bah, c'est quand même en supprimant quelques blagues, en supprimant un peu du rythme. Enfin, faut accepter de... je pense que c'est très dur à la fois d'être vraiment très très drôle et à la fois de parler vraiment d'écologie. Donc, j'alterne un peu entre les deux. Je pense que j'ai envie cette année de faire un petit peu plus de ludopédago, entre guillemets, enfin, d'aller un petit peu plus dans du sérieux et dans du contenu en apportant un côté humoristique. Ouais. Je sais que je me couperai d'une partie du public qui n'est pas là pour l'écologie, qui est vraiment là pour la blague. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la blague, qui viennent voir Raphaël Achir? Je pense des gens qui se font emmener sans savoir ce qu'ils viennent voir, mais non, je pense qu'il y a quand même des gens qui arrivent un petit peu par hasard et qui se marrent. Et en vrai, c'est peut-être où ça me fait le plus plaisir. Ouais, bah, je comprends tout à fait ce que tu dis. Sur le podcast, c'est pareil. Moi, les commentaires que je préfère, c'est ceux qui me disent j'avais aucune idée de tous ces sujets, j'ai écouté ton podcast et j'ai écouté 10 épisodes et ça me transforme. Ouais. Et c'est là où tu as l'impression d'avoir un impact. Mais ça veut dire que, tu vois, peut-être que ton driver, c'est pas vraiment faire marrer les gens, c'est plus sensibiliser, essayer de faire changer les mentalités. Ouais, c'est plus sensibiliser. Et ouais, c'est plus sensibiliser. C'est génial quand tu es à l'Académie du Climat et que tu fais marrer les gens. Mais bah, parfois, les rires ou les applaudissements de connivence, moi, je m'en satisfais plus trop. Ouais. Parce que je me dis, bon... Trop facile. Ouais, trop facile et ouais, pas hyper impactant. Après, bon, je dis ça, c'est quand même aussi impactant. Des gens qui sont assez engagés, qui sont assez stressés, assez éco-anxieux, pour reprendre un terme que j'aime pas trop. Il y a aussi une forme d'impact à faire que le bouchon de la cocotte minute, il s'en aille pendant quelques minutes et à faire marrer sur ces sujets. Ouais. Il y a une forme d'impact à ça. Et une forme de prise de recul aussi, je pense. Ouais. Tu vois, si tu as cette autodérision, ça veut dire aussi que tu arrives à te dire est-ce que j'ai 100% raison sur ces trucs-là ou est-ce qu'en fait, je suis un peu en train de m'enfermer dans un cycle un peu chelou de trucs que je fais et qui n'ont pas forcément du sens parce que justement, je suis dans cette bulle écolo. Donc, je pense que ça aide aussi effectivement à avoir un truc un peu moins polarisé aussi, peut-être. Tu vois. Ouais, c'est clair. Mais voilà, j'aimerais bien aussi pouvoir ouvrir à un public un petit peu plus large. Ok. C'est quoi tes sujets préférés? Tu m'as dit tu m'as parlé un peu de ce qui a pas trop marché, donc culpabiliser. Est-ce qu'il y a des sujets, des thématiques que tu préfères aborder quand tu fais ton spectacle? J'ai vu ton spectacle. Il y a des slides, il y a de la musique, il y a de la danse, il y a vraiment, c'est multi dans toutes les villes de France. J'aime bien les blagues de slide. Enfin, je pense que j'aime. Il y a le côté un peu méta de je suis consultante, je fais des blagues, donc je fais des blagues de slide. Mais j'aime vraiment bien les blagues de slide. Je trouve que c'est un mode visuel qui me fait beaucoup marrer. En termes de thématique, je pense qu'un truc que j'aime bien autour de l'écologie, c'est un peu ce que l'écologie vient faire aux relations. Ouais. J'ai tout un sketch sur mes relations avec mes copines qui sont un peu moins écolo que moi. Et j'adore ce sketch. Il y en a d'autres que j'ai pas dans le spectacle, sur les relations avec les mecs, sur les relations avec mes parents. Je trouve que c'est une composante hyper structurante des relations quand tu commences à t'engager, quand ça commence à devenir des sujets importants pour toi. Ou comme tu dis, je pense que parfois tu peux un peu perdre pied sur certains trucs quand tu es vraiment dans une bulle militante où tu te coupes aussi d'autres parties de gens qui sont moins engagés, moins sur ces sujets.
Et donc, je pense que ça, c'est une dimension que j'aime bien explorer, la question écolo dans les relations humaines. Est-ce qu'il y a des thèmes alors, que tu trouves absurdes dans l'écologie et qui sont un peu de leur rembarre pour tes blagues? Des trucs qui sont faciles à... Ouais, tous les trucs qui sont faciles, c'est quand même les petits trucs des bobos écolos parisiens dont je fais complètement partie. Enfin, j'ai complètement conscience aussi. Tu rentres ça en plus dans l'autodérision. Ouais. Mais ouais, le côté un peu signalement de vertu du bobo écolo parisien qui va chez Biocop et qui est très fier de se balader avec son sac Biocop et qui se gargarise un petit peu de ça, c'est quand même de leur rempart. C'est quoi ton truc alors feel good, le moment où tu as le plus d'impact sur ton audience, sur tu vois quel est le petit point où tu te dis tiens là je les ai vraiment attrapés, j'ai vraiment réussi, tu vois, t'as envie de sensibiliser les gens, ou c'est quoi ce moment là dans ton spectacle où tu te dis là je les ai vraiment attrapés? Un sketch que j'adore faire dans mon spectacle, et je le fais pas mal ailleurs aussi, c'est un sketch où je parle de BDSM écolo. Ok. C'est vrai, j'avais oublié ça. Mon intro, c'est ça me fait hyper mal de dire des trucs sur l'écologie, mais en même temps, je peux pas m'en empêcher parce que je pense qu'au fond, j'aime ça. Je pense qu'il y a un peu de ça, tu vois. Il y a un peu de encore cette news sur le climat qui est horrible. Je vais la lire jusqu'au bout parce que on se gargarise quand même un peu de ça. Et j'aime bien ce sketch parce qu'il a un côté très joué que j'adore. Enfin, moi, je viens du théâtre d'impro, donc vraiment, le jeu corporel, c'est un truc qui me fait hyper plaisir. Et je trouve que ce sketch, il marche bien parce qu'il marche bien devant des publics pas écolos. Parce qu'en fait, ça parle un peu de cul. Donc, les gens, ils aiment bien quand on parle de... Voilà, il y a rien de cul dans les mots. Mais évidemment, le décorum est un peu olé olé, comme dirait ma mère. Mais... Tes parents qui l'ont vu, le spectacle? Mes parents qui l'ont vu, c'était un sale moment, vraiment. Et pour eux et pour moi, je les ai fait se mettre dans un angle du théâtre dont je t'ai dit qu'il n'est pas très grand. Donc, je voyais quand même le regard désapprobateur de mon père. C'était pas un bon moment. C'est quoi leur type à tes parents? Vous avez des bases communes ou pas? C'est quoi vos socles communs? Alors, ma mère, c'est une prof d'histoire qui a toujours été un peu de gauche, mais pas trop, un petit peu artiste, mais pas trop. Donc avec elle, quand même, on a un socle commun. Mon père, il est expert comptable. Il voulait que je sois présidente de la République ou médecin. C'était vraiment l'un ou l'autre. Mais il n'y avait pas humoriste dedans. Donc non, avec mon père, beaucoup moins. Et c'est drôle parce que mon père, il est vraiment dans la désapprobation de ce que je fais. Mais il y a une grosse partie de sa famille qui, pour le coup, est venue me voir et s'est marrée. Et j'ai des tantes de 85 ans qui lui ont fait la leçon en lui disant « Mais t'es vraiment un vieux con !» Donc j'ai trouvé ça drôle quand même que ce soit la génération encore du dessus qui soit plus en accord et qui vienne faire la leçon à mon, entre guillemets, boomer de père sur ces sujets-là. T'avais coupé la partie du sketch où tu parles de tes parents, du coup, quand tu l'as fait devant eux ou pas? Alors, je parlais... Édulcoré. Quand ils sont venus, je parlais moins de ma mère. Par contre, je parlais beaucoup plus de mon père. Donc, parce que c'est plus facile. Oui, parce que... Non, mais le spectacle, à cette époque, aurait pu s'appeler « J'ai un complexe de Deep et peur pour la planète ». Maintenant, ça va un peu mieux. C'est un peu plus équilibré. C'est quoi ton geste du quotidien, si on sort un peu du spectacle, de ton geste de ta boîte de conseils et du spectacle? C'est quoi le truc que tu fais au quotidien, ou alors pour sensibiliser, ou alors pour toi, pour te sentir bien? Pour me sentir bien sur ces sujets-là? Ouais. Ce que je fais pas assez, mais dont j'ai besoin de temps en temps, c'est de me couper de la presse. C'est un petit peu triste parce que je pense que j'ai toujours été assez engagée et assez à suivre les choses du monde. Et là, je m'accorde de plus en plus souvent des pauses nouvelles parce que j'ai du mal à gérer le flux d'informations. Enfin, on l'a dit en début d'épisode, mais là, la période qu'on vit en ce moment, bon, t'as beau faire des blagues et t'as beau prendre tout le recul qu'il faut, on sait quand même que c'est une période compliquée. On a vraiment le côté BDSM en ce moment. Ouais, on a vraiment le côté BDSM et pas du tout écolo, tu vois. Tu te fais pas fouetter avec un poireau, là, vraiment, tu te fais fouetter. Donc, ouais, je pense qu'un truc qui fait du bien, c'est de m'accorder des petits moments hors de tout ça, où je me régénère un petit peu sans me couper non plus complètement, parce que j'y reviens assez rapidement. Mais je trouve ça utile de prendre des vraies pauses, de temps en temps, des vraies pauses informationnelles. C'était quand la dernière?
C'était ce week-end. Je reviens d'un week-end à la montagne où j'ai fait une grosse pause informationnelle de 72 heures. Et là, j'ai rallumé ce matin et ça va pas mieux, hein, non, vraiment. Ça va pas mieux, mais au moins, t'as de l'or pour les blagues. Voilà, exactement. Là, en ce moment, ça doit pas être trop compliqué de faire des blagues, je pense. Non, c'est pas trop compliqué, mais là, j'entendais un humoriste américain qui disait Trump a démonétisé la blague. Il y avait une époque où tu pouvais faire du second degré et où tu pouvais faire des trucs un peu trop gros. Aujourd'hui, il y a des trucs, tu sais plus si c'est vrai ou si c'est du second degré. Enfin, c'est dur de faire du second degré plus que la réalité à certains moments. Genre, je sais pas si t'as vu quand Trump a nommé son ministre de l'énergie et que ce mec, c'est un mec de l'industrie pétrolière et qu'un des trucs qu'il a fait, c'est que pour prouver que le forage n'était pas dangereux, il a bu du liquide à forêt. Quoi ? Ouais, voilà. Donc, il fait du forage hydraulique dans les roches et donc tu dois utiliser un liquide, je sais pas de quoi il est composé. Il disait, c'est pas dangereux. Et il s'est filmé en direct en train de boire ce liquide. Fin de la blague. Fin de la blague. Et là, tu te dis, faut construire une blague sur ça. Mais la prémisse est déjà tellement énorme, c'est compliqué de faire un truc mieux en blague. Il n'y a plus de chute. C'est ça, il n'y a plus de chute. Ouais, c'est comme quand tu dis, bon, mais c'est bon, les États-Unis, ils vont racheter le monde, ils vont racheter le Groenland, ils vont racheter le Panama. Attends. Voilà. Bah oui, c'est ça la blague. Voilà, c'est ça, on y est. Voilà. Ils vont renommer le golfe du Mexique, pareil. Exactement, on se casse les pieds à essayer de faire des blagues. Et en fait, la vie fait des meilleures blagues que nous en ce moment. Donc c'est pas si simple. Comment tu fais alors, du coup ? C'est quoi comment tu le prendrais tout ce qui se passe en ce moment là, ce serait quoi ton axe Parce que j'imagine que tu as toujours un peu d'actualité quand même dans ton sketch pour rebondir dessus. Ouais, toujours un petit peu. J'ai pas vraiment d'angle en ce moment sur l'actualité, pour être honnête. Mais ouais, c'est d'y aller un petit peu par l'absurde, de continuer à faire grossir ce qui se passe, d'essayer d'imaginer des décalages de si ce mec-là... j'essaie justement d'écrire une blague sur ce mec-là de qu'est-ce qu'il pourrait mettre d'autre dans sa bouche pour prouver que c'est pas dangereux. Est-ce que c'est une technique de politique extérieure de mettre des trucs dans ta bouche pour prouver que c'est pas dangereux ? Et donc prendre ces trucs absurdes et en faire des glissements légers pour mettre un petit peu de joie dans tout ça. Qu'est-ce que tu as envie de faire alors en 2025 avec ton spectacle ? J'ai envie de continuer à jouer le spectacle, j'ai envie de continuer à le faire grossir, de le changer encore un petit peu pour qu'il soit plus accessible à des publics qui me ressemblent un petit peu moins, disons. Je pense que l'enjeu, c'est quand même d'arriver à se parler, d'arriver à se faire rire au-delà des gens qui sont vraiment à 100% dans ta cible. Donc là, c'est un peu sur ça, sur quoi je bosse en ce moment, de potentiellement, ou peut-être d'avoir plusieurs formats, mais d'avoir des formats qui sont aussi plus ouverts et plus accessibles, et où je peux diffuser le côté écolo de manière un petit peu moins frontale pour ouvrir à un public et à une audience un petit peu plus large. Ça veut dire un spectacle probablement plus classique, donc, où tu parles plus de toi, peut-être moins de thématiques écologiques, mais avec 2-3 petits moments un peu spécifiques. J'ai envie que l'écologie reste centrale, mais que ce soit moins peut-être affiché d'entrée de jeu. Donc que tu rentres dedans en disant je vais voir un spectacle d'humour, et qu'en fait après tu te dises mais ça a quand même vachement parlé de climat, et qu'il y ait 2-3 trucs qui te soient restés, plutôt de te dire je vais voir un spectacle sur le climat, en fait elle a aussi parlé un peu d'elle. Ok, je comprends. Donc je suis pas sûre que le ratio blague change, mais plus la clé d'entrée change un petit peu par rapport à ce que j'ai aujourd'hui. Donc ça c'est un sujet, et comme je te disais, j'ai aussi envie d'avoir des trucs où je vais un petit peu plus dans la technique des sujets, sur une approche, je vais pas dire scientifique parce que c'est pas vrai, mais où je prends des sujets un petit peu compliqués et je les aborde avec légèreté et en donnant des clés d'entrée. Donc ça, ce sera vraisemblablement moins drôle que le contenu d'un spectacle, mais ce serait un peu un projet parallèle on peut aussi rendre des sujets accessibles. Ça me fait penser au sketch de Alexandre Astier sur l'astrophysique, ce genre de choses. Exactement. Où c'était ok de lâcher un petit peu de rire parce que c'est pas le même objectif. Ok, intéressant. Tu vois, un peu la théorie dans le stand-up, c'est que tu as envie de faire marrer toutes les 7 secondes. Donc c'est énorme. Toutes les 7 secondes. Toutes les 7 secondes. Voilà, c'est ça. Donc si tu as envie de donner un petit peu de contexte. Dans le podcast, il faut interrompre son interlocuteur toutes les 3 minutes pour éviter les monologues, tu vois. Ouais, voilà, chaque industrie ses règles. mais toutes les 7 secondes, tu te doutes bien que si tu veux un peu poser les bases d'un truc où il y a besoin d'expliquer comment ça marche,
ça va être dur de caler un rire toutes les 7 secondes. Donc voilà, ce côté un petit peu plus, je prends un thème et j'en fais quelque chose de ludique et de compréhensible sans avoir un objectif de vanne ultra régulier. Ouais. Et il y a aussi un truc, tu vois, où t'as quand même beaucoup de polarisation. Aujourd'hui, tu vois, j'ai vu une étude qui disait que les femmes sont de plus en plus féministes, les hommes sont de plus en plus masculinistes, en fait, la grande majorité des gens qui sont écolos sont de plus en plus radicaux et la grande majorité des gens qui ne le sont pas sont de plus en plus anti-écologie. On a un backlash écologiste. Donc, en fait, on n'arrive plus vraiment à parler d'un côté à l'autre du spectre. Et en plus, on a plutôt tendance à diverger qu'à converger. Complètement. Du coup, comment est-ce que tu fais pour remettre les gens un peu dans cette zone centrale où on arrive à discuter, tu vois? Je pense que c'est aussi pour ça que c'est important de ne pas être trop facile et d'aller que vers un public qui te ressemble à 100%. Moi, j'ai envie de continuer à aller dans des comédie clubs où les gens ne sont pas là pour ça et où, en fait, tu vas venir parler de ce sujet. Donc, peut-être parfois que ça va faire un petit peu moins marrer ou peut-être pas. Enfin, il y a aussi des gens qui se marrent tout autant. Mais en tout cas, venir remettre de l'écologie dans des lieux où c'est pas des gens qui sont là pour ça, qui sont là pour se marrer et ça fait marrer et derrière, il y a un truc écolo, plutôt qu'être que face à des publics méga militants qui sont là pour déconnecter de leur quotidien tout en restant un peu connectés avec leur quotidien. Dans les entreprises dans lesquelles tu passes, du coup, l'objectif, c'est plus le faire rire ou c'est plus, du coup, sensibiliser? C'est un petit peu des deux. Je suis toujours un peu étonnée par la nature de certaines demandes. Il y a pas mal d'entreprises qui nous contactent en disant on a eu déjà des sensibilisations, des trucs, mais bon, il faut le prendre d'un côté un petit peu plus léger. Donc, et ce que je peux comprendre, parce que tu vois, t'as une boîte qui fait un séminaire où on fait faire des fresques du climat, des ateliers d'automne, etc. Ils se disent que s'ils font venir un stand-upper, ça va être pas pour le même truc, quoi. Exactement. Donc moi, comment j'essaye souvent de nous placer, c'est en complémentarité de ces trucs-là, de ces interventions, de fresques, de conférences, mais j'ai pas du tout envie que ça vienne remplacer ces moments-là. Parfois, il y a un peu la tentation de dire, bon, à la place de prendre une fresque du climat, on va prendre des humoristes du Greenwashing Comedy Club et on pourra cocher la case sensibilisation. C'est pas la même chose. On vient pas parler du même contenu, on vient pas parler à la tête. On va plutôt parler au cœur et potentiellement un peu au corps, mais en tout cas, on vient pas parler à la tête. Et il y a besoin de parler à la tête. C'est des approches qui sont complémentaires et qui doivent pas être substituées. Donc, assez souvent, ce qu'on fait, c'est après une journée où justement il y a eu pas mal de contenu, ça a un peu tabassé, et normalement, si le travail a été bien fait, on sort pas avec une vibe hyper feel good de ces journées sur le climat. On sort avec la conscience de la gravité des constats, et après on va avoir des gens qui vont continuer à nous parler de ces sujets-là, mais sous un angle un peu différent, et qui vont nous faire un peu repartir, et ça permet un peu, tu vois, sur la courbe du deuil, de se dire, bon allez, ok, je me mets en action, et je reste pas avec une énergie négative. Mais le but, c'est pas du tout, et je pense que certaines entreprises aimeraient qu'on fasse ça, le but, c'est pas du tout de venir remplacer une sensibilisation et de faire que des blagues et dire « Ok, super, la crise climatique, maintenant je vais vous faire une blague sur… » Non, c'est pas ça le but. Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent particulièrement, des gens où tu as envie de reprendre le type de travail? Tu vois, moi, je pense à des gens que j'écoute, et je pense qu'il y a certains auditeurs aussi qui écoutent, mais la dernière, Guillaume Meurice et sa clique… Sur Radio Nova, il y a Swan Périssé qui a eu une grosse vie sur YouTube avant et qui maintenant est complètement tournée sur l'écologie. Elle a même un podcast spectacle qui s'appelle Il y a plus de saison. Des Nicolas Mérieux qui a déménagé dans le sud-ouest et qui fait de l'agriculture et des blagues. Comment est-ce que tu te situes par rapport à ça? Moi, j'adore tous ces gens et ils me font hyper marrer. Un type de mécanisme que j'aimerais bien avoir et que j'ai pas aujourd'hui, mais vraiment qui serait un peu mon idéal, ce serait un peu un positionnement type Haroun, où tu sais pas où il se situe politiquement, tu sais pas ce qu'il pense, tu sais pas trop qui il est, mais il va avoir des angles qui vont être ultra puissants et qui vont te rester dans la tête, et le fait qu'il soit assez neutre sur son positionnement fait que tu vas pas a priori te positionner pour ou contre ce qu'il va raconter. Tu vas après prendre ce qu'il raconte et il y a des trucs qui vont rester dans ta tête. Moi, franchement, j'ai déjà, au cours d'un débat politique, utilisé des angles qu'avait amené Haroun en me disant « Mais cet angle est brillant » et il tombe pile à ce moment-là du débat politique. Là où je pense qu'en étant sur un positionnement où déjà dans ta prémisse ou dans ta personnalité, t'es très marqué d'un côté ou de l'autre de l'échiquier politique. Que ce soit au début de la blague ou au début du spectacle? Ouais, au début de la blague ou au début du spectacle. Moi, en l'occurrence, je le fais au début du spectacle, mais en essayant de le faire un peu en mode second degré.
Et encore une fois, c'est hyper dur. Hein. Enfin, franchement, ça demande une maîtrise magistrale de ce qu'on fait. Mais ouais, quand dans ta prémisse, c'est je suis de tel ou tel côté de l'échiquier, bah en fait, tu vas te couper dans la chute, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit pas bonne, tu vas te couper de l'autre partie de l'échiquier. Et donc, voilà, je me dis un peu en idéal type, ce serait réussir à faire marrer les gens sur les angles parce que ils savent pas trop où tu te situes, ou même s'ils savent où tu te situes, c'est pas un référendum de est-ce que je suis d'accord avec la personne ou est-ce que je suis pas d'accord avec la personne. Mais ça sort quand même du truc que tu me disais au début de l'épisode, tu vois, où tu me parlais des vérités générales. Ouais. C'est pas non plus juste énoncer de la vérité générale, parce que il y a une différence entre parler d'un fait et en même temps trouver l'angle de réflexion où les gens se disent ah oui, c'est pas con, et en même temps ne pas être neutre politiquement pour pouvoir toucher le plus de monde possible. Ouais. Je pense que de toute façon, quand t'as un angle, t'es pas neutre politiquement, mais l'angle, il va arriver plutôt dans la chute que dans la prémisse. Si ta prémisse, pour être hyper schématique, si ta prémisse c'est je suis de gauche et que ta chute c'est donc c'est comme ça, bah en fait, il y aura plein de gens. Enfin, la blague peut être très très bonne, hein, mais je pense que les gens qui vont rire sont des gens qui sont d'accord avec la prémisse. Donc je suis d'accord avec je suis de gauche. D'accord, ok, donc tu prépares pas ton auditoire de la même façon, quoi. Ouais, et toi, tu aimerais bien ne pas les préparer. Moi, j'aimerais bien pas les préparer. Et après, encore une fois, évidemment que au vu de l'offre humoristique qu'il y a, bah en fait, tu vas vers des humoristes qui te ressemblent et tu vas vers des humoristes avec lesquels tu es plus ou moins d'accord. Mais vraiment, si demain tu me donnes une baguette magique de talent et que je peux faire ce que je veux, j'aimerais bien pas me positionner dans la prémisse. Et après, évidemment que ta chute, elle est politique. Hein, ce que t'amènes, pas forcément politique, politicienne, mais ce que t'emmène un angle avec une idée, avec... Et ça, c'est politique. Bah, j'aimerais bien avoir des prémices suffisamment génériques pour embarquer des gens qui sont pas forcément d'accord avec ce qu'il va avoir dans la chute, mais qui va les surprendre suffisamment pour que ça reste quelque part au fond de leur tête. Ok, ouais. Réussir à amener une réflexion sans qu'il y ait de préjugés au démarrage. Je pense que ça va avec ce qu'on se disait au début, de pas se sentir jugé. Si tu arrives assez frontalement en disant moi je suis comme ci, pas moi je suis comme ci, mais il faut être comme ci, il faut être comme ça c'est le bien, ça c'est pas le bien. Bah en fait, si tu dis ça c'est pas le bien, les gens qui se considèrent comme ça c'est pas le bien vont pas pouvoir te suivre sur la chute. Il y en a un qui a évolué un peu comme ça, Verino, je pense. Tu vois, il a un peu ce truc-là de tu sais pas trop où il se situe. Ouais. Et je trouve ça assez intéressant en plus dans des sketchs assez courts qu'il arrive à faire. Et lui, il fait beaucoup d'actualité pour le coup. Donc ça peut être souvent c'est difficile de pas se situer quand tu fais énormément d'actualité. Complètement. Et j'ai l'impression qu'il y arrive assez bien. Complètement. Mais voilà, je pense qu'il faut une maîtrise extraordinaire de cet art pour ça. Mais bon, si je visais quelque chose, ce serait plutôt ça. Et après, l'humour un peu plus marqué politiquement dans la prémisse me fait aussi hyper marrer. Et bien le faire, c'est bien le faire et faire véritablement marrer les gens et pas juste applaudir de connivence, c'est hyper dur et c'est admirable. Ouais. Je suis hyper content parce qu'on a réussi à terminer cet épisode sans se poser la question de peut-on rire de tout. Et oui, qui d'habitude arrive dans la première minute. Et je voulais pas en parler, tu vois. Mais du coup, on y répond sans y répondre, donc comme ça, au moins, vous êtes au courant. On peut rire de tout. Mais pas avec n'importe qui. Et bingo. Ça y est, on a tout dit. On peut couper cet épisode. Et je le coupe sans faire la conclusion. Ok. Si tu devais choisir du coup entre ton activité de stand-upeuse et ton activité de consultante, ce serait quoi ton choix prioritaire? J'aime pas choisir, moi. Je pense qu'aujourd'hui, je suis quand même plus... j'ai plus de cœur sur mon activité de stand-upeuse. Ouais. Après, j'aime bien avoir les deux. Déjà parce que je suis un petit peu hyperactive et aussi parce que je trouve que ça permet de... C'est un peu plus riche, je trouve, de faire plusieurs choses. C'est plus riche et plus résilient. Sur le côté écologie, je trouve ça bien d'être un peu résilient et pas de mettre tous ses œufs dans un seul panier. Et d'un point de vue équilibre. Tu veux dire financier, c'est ça? C'est plus stable? Même financier, de se dire... si demain je me fais virer, j'ai autre chose. Si demain j'ai plus envie de faire de l'humour, j'ai autre chose. Je trouve ça bien l'idée d'être un peu résilient et de pas savoir faire une seule chose. Moi déjà en cas d'apocalypse, j'ai très très peu de compétences techniques avec mes mains. Donc voilà, je sais faire des slides et des blagues et les blagues de slides, ce qui est quand même le top. Mais donc voilà, je trouve ça bien de savoir faire plusieurs choses et de maintenir plusieurs choses, de pas être complètement monomaniaque. Et je pense que... moi, je sais que j'aurais tendance, si je faisais que des blagues, à être beaucoup trop obsédée sur certaines blagues et à passer la journée en boucle sur une blague.
Et j'ai pas particulièrement envie de ça. Donc, j'aime bien l'équilibre des deux. Et on verra en termes d'emploi du temps et de maintien de mon rythme du sommeil, combien de temps tout ça pourrait durer. Pour le moment, tu joues durée indéterminée aux 3 bornes? Je joue jusqu'à la fin juin. Fin juin. Donc là, si on veut aller te voir, c'est entre maintenant et fin Exactement. Juin. L'épisode va sortir d'ici 10 jours. On sera début février, je pense à peu près, un peu plus. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie d'aller voir Raphaëla, c'est aux 3 bornes à Paris, à Parmentier, pour aller regarder son spectacle. Il n'y a pas énormément de place dans la salle, donc il faut prendre les billets tôt. Et donc, on compte sur vous pour aller discuter de climat. Après, en plus, tu prends des verres avec les gens qui sont venus juste après, donc il y a moyen de rencontrer Raphaëla pour aller discuter. Chair et en os. Donc, n'hésitez pas. Moi, j'y suis allé et je recommande sans problème le spectacle. C'était très, très cool. Merci d'être passé. Merci beaucoup, Xavier. C'était très sympa. Et puis, j'espère que vous êtes bien marrés aussi derrière vos écouteurs. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie de nos éditeurs préférés et on est trop content que vous soyez là. Mais du coup, prenez un petit moment pour laisser un commentaire, pour laisser une note sur Apple, Spotify. Ça nous aide beaucoup, beaucoup à progresser. Et puis, on vous retrouve très, très bientôt pour un nouvel épisode. À plus. Trop bien. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.